this is not the path for you. Alors Malcolm, bienvenue, je suis content de te recevoir ici. Alors tu es irlandais, aujourd'hui tu habites en France, oui. Tu as un parcours de vie qui est vraiment incroyable, inspirant. La première fois que tu m'as raconté ton histoire, j'étais vraiment impressionné de voir le parcours que tu as vécu. Alors raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici, c'est quoi ton histoire en fait? Bon merci pour, c'est cool d'être là avec toi, j'ai beaucoup de respect pour ton travail. Et j'espère pour des gens qui voient cette vidéo comprendre mon français, mon franglais, mon accent, si j'ai fait des fautes, je suis désolé. Mais oui, j'ai grandi en Irlande, c'était entre guillemets une vie normale en Irlande, en communauté. Et le centre de cette communauté, c'était l'église et le pub. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de... l'expression à cette époque, je ne suis pas alcoolique, je suis irlandais. Ah oui, ok, oui. Parce que c'est juste, c'est comme en France, le vie, c'est autour de table avec un verre de vin avec les autres. Oui. En Irlande, le centre de la société, c'est vraiment le pub. Chaque soir, mon père, il était avec ses amis pour boire des pintes, pour raconter des histoires. Et depuis, je pense, 6 ou 7 ans, j'étais dans le pub pendant le week-end avec ma famille, etc. Okay. Et l'alcoolisme, c'était très pertinent, très... prévalent, c'est ça? Oui, c'est quelque chose qui était présent vraiment dans ta vie. Oui, vraiment présent. Mes oncles dans cette famille qui avaient des problèmes avec l'alcool. Mes cousins aussi. Et ma vie s'était un peu changée à l'âge de 11 ans. Mon oncle, en Londres, il m'a invité de passer quelques semaines avec lui. Et pour moi, c'était comme un film, comme un movie. Pourquoi ça? C'était la première fois que j'ai vu un style de vie différent. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui vient de Chine, un Chinois, et après quelqu'un noir. Le jour après ça, je me suis dit, ça c'est la vie, c'était... Et ça commence dans ma tête d'imaginer d'habiter dans un autre pays. Ok. Et c'était un peu... ça ouvre mes yeux. Ok, en fait, tu as vu de la diversité. Oui, tout à fait. Énormément de diversité qui t'a attiré, du coup, à vouloir déménager, à vouloir voir ailleurs, en fait. Oui, j'avais des cousins qui écoutaient les Beastie Boys. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'était juste... Wow. Après le retour en Irlande, j'étais un peu différent. J'ai passé mes moments avec des amis qui aiment les rock. On a commencé dans le lycée. J'étais batteur dans un groupe. Ah ouais, ok. Mais avec le groupe et un peu le sex, drugs et le rock and roll. Et on était toujours dans le pub pendant le week-end pour boire des bières. On a fumé des drogues derrière le garage chez nous. Et pour nous, c'était juste génial. Parce que je pense dans ma tête, j'étais toujours en train de chercher la vérité. La vérité. Et c'était la drogue et l'alcool qui un peu m'aidait de ça parce que c'était quelque chose plus haut. Ok. Ça m'a... Tu cherchais à combler comme un vide. Oui. Et j'expérimentais avec l'LSD, avec ecstasy et toutes choses comme ça. D'accord. Mais c'était évident à 18 ou 19 ans que la ville et le centre d'Irlande, c'était trop petit pour moi. Ok. Et à cette époque, c'était très facile d'avoir un visa pour Australie pendant un an. La vie rêvée. En fait, on te proposait un peu la vie de rêve et toi qui voulais voir plus grand, tu t'es dit c'est l'opportunité. C'est le paradis. Et apparemment, à cette époque, le manque des imprimeurs à cette époque, c'était énorme. Okay. Et pour moi, je me suis dit, c'est une opportunité de gagner beaucoup d'argent, plus de fêtes, plus d'alcool, plus de drogues. Ouais. Et c'était juste wow. Ouais, mais c'était folie.
Tellement. folie. J'avais 22 ans. Ouais. J'étais dans des boîtes de nuit presque chaque soir. Waouh. Et pas vraiment des bons boîtes de nuit. C'était des femmes avec pas beaucoup de vêtements, avec le tequila, des drogues. Mais Ah ouais. après 5 ou 6 mois de ça, j'ai quitté mon job. J'avais beaucoup de l'argent. Et j'ai fait un tour de la côte de l'Est. C'est le Great Barrier Reef. Ok. Mais j'étais avec quelqu'un d'autre chaque soir. Wow. Différent. Je rencontre des gens très sympas. Mais un jour, j'ai passé par une église. C'était une église catholique ou quelque chose comme ça. Et je m'appelle, je suis allé dans l'église. Je me suis dit, il y a quelque chose dans moi et il y a un vide. Et j'ai déjà essayé de remplir avec des femmes, alcool, des drogues. Mais cette vide, c'était toujours un peu dans mon cœur. Ok. Et voilà, j'ai quitté Australie en 2000. Oui, en 2000, octobre 2000. C'est ça. Et du coup, après, tu pars pour l'Angleterre? J'avais un ami qui a déménagé en Londres. Ouais. C'était mon meilleur ami depuis l'âge de 16 ans. On était dans le groupe de rock aussi. Il m'a dit, il faut que tu viennes à Londres. Okay. Et Londres, c'était l'accélération de cette... Ta décadence, un peu, ta vie. Oui, parce que lui, son métier, c'était un barman. Il travaille dans le bar, il fait des cocktails, des choses comme ça. Il me dit, viens travailler avec moi. Et pour un alcoolique, de travailler dans un bar... Oui, c'est un peu le comble, quoi. Ah non, c'est juste un pour mes clients, un pour moi. Tu déménages... Oui, totalement en Angleterre. Là-bas, en Angleterre. Oui. Tu rejoins ton ami qui a un club, qui a un bar. Oui. Et tu deviens comme co-gérant, tu deviens barman, tu fais quoi? Non, pas à cette époque, c'était juste barman. Et après, un jour, le serveur, elle était malade ou quelque chose. Et mon ami, il me dit, il faut que tu fais ça. Je me suis dit, moi, je ne veux pas faire ça. Mais après quelques heures, j'avais beaucoup de pourboires. De pourboires, oui. Je me suis dit, ça, c'est la clé. Et j'ai gagné plus de l'argent en pourboire que mon salaire. Ah, wow. Et à cette époque, j'étais marié, j'avais 2 enfants. Mais ma vie, c'était dans le resto. Wow, ok. Toujours. Tout ton cœur, toute ton énergie, en fait, tu le dépensais là-dedans. C'était idéal. Sur la surface, j'avais des amis qui étaient dans des groupes très, très connus. Ok, des acteurs, des réalisateurs, des gens qui travaillent dans la BBC. D'accord. Et c'était vraiment cette noyau de célébrités et des gens avec beaucoup d'influence. Ok, donc c'est des gens que tu recevais dans ton bar, en fait. Tu avais un peu c'était un peu cercle VIP. Exactement, un VIP. Et quand mon resto était fermé, je suis allé dans les clubs très connu aussi. J'ai passé par le queue et tout le monde moi j'étais avec quelqu'un qui était dans le dernier James Bond ou quelque chose comme ça. Rentrez, bienvenue Mali. Alors c'était... Wow. Mais le vide était plus profond à cette époque. Parce que sur la surface, beaucoup de monde était très jalouse de moi et ma vie, mais honnêtement, Romain, j'étais complètement perdu. Ah, wow. Complètement perdu. Ma femme, à cette époque, dans son boulot, elle avait la possibilité de faire un déménagement, un déplacement, en promotion en France, côté de Versailles. Ok. Et dans ma tête, mes pensées étaient, si je quitte le bar, je quitte le resto, je quitte l'addiction. Ok, tu t'es dit, si tu changes de vie, si tu changes de cadre, tu pensais que ton addiction à l'alcool allait rester là où tu étais, c'est ça? Mais le contraste entre d'être le roi de la resto pour être avec beaucoup de monde qui avait beaucoup d'influence, le contraste entre ça et la France, la culture était différente. J'avais pas des amis. Ma femme, moi j'étais un père au foyer. Okay. Mais la solution pour moi, c'était l'alcool. Donc tu dis que tu étais addict à l'alcool. C'était vraiment une addiction qui était importante dans ta vie. Ça se concrétisait comment exactement? Tu as des exemples à nous montrer? Je pense que quand tu penses à quelque chose toujours,
c'est comme... C'était le seul cible, le seul focus dans ma vie. Wow. D'accord. 24 sur 24, c'était de bière. Comment de trouver de bière? Comment de boire des bières cachées derrière des gens? Parce que c'est vraiment une vie un peu secret. J'adore mes enfants et j'étais un bon papa, mais c'était juste la priorité, c'était toujours l'alcool. Et par exemple, chaque matin, bière, 7 heures. À 7 heures, il y avait déjà la bière, c'est ça? Bière, cachée derrière ma femme. Elle quitte l'appartement pour aller travailler à 7h30. Entre 7h30 et 9h, 3 bières. Ah, wow. Et c'est pas juste le petit bière, c'est le gros shop. Oui, ouais, oui, absolument. Ah, wow. Après ça, je suis allé à l'école avec mes enfants pour déposer mon fils. Après, ma fille, elle avait 6 ou 7 mois. J'ai passé 2 heures dans le parc avec elle, encore 3 ou 4. Et entre 7 heures et le retour de ma femme à 18 heures, minimum 11 ou 12. Wow. Et comment elle vivait, ta femme, justement, ça? Bah, c'était le pire en pire, petit à petit. Ma fille, elle était diagnostiquée, c'est ça? Oui. Avec autisme à 2 ans. Et ça, c'était vraiment le dernier pour nous. Le dernier stress, le dernier pas de juste, c'était un pas trop de stress et on a décidé de séparer. OK. Et ça, c'était vraiment le début pour moi de l'enfer. Parce que ma vie était dans les ténèbres. Okay. Il y avait un darkness autour de moi. C'était tellement difficile. Et l'obsession avec l'alcool, c'était de plus en plus. Wow. J'étais picolé devant ma famille, souvent la honte pour ma famille, la honte pour moi-même. J'étais pas un père solide. Ma prière, entre guillemets, pour mes enfants, c'était de trouver un père que mes enfants méritent. Qui mérite. Ok, tu ne te sentais pas légitime. Non, parce que j'avais essayé de faire des programmes, j'étais dans l'hôpital, tout le programme pour quitter l'alcool, mais c'était impossible pour moi. La fusion d'alcool dans mon système, c'est quelque chose comme si tu vois des vieux films de Spider-Man. Ouais. Quand Spider-Man il est piqué par l'araignée, il y a un truc de ADN qui change. C'est ça. Pour moi, c'était comme ça. Partie de avec ma sang dans mes veines, avec l'alcool, j'ai des poils maintenant juste de penser à ça. C'est le pouvoir. Ouais, tellement c'était intense, quoi. Wow, oui, absolument, c'est ça. Et un jour, c'était l'anniversaire de ma fille. Okay. Elle avait 3 ans. Ouais. Et moi, j'ai bu une bouteille de Johnny Walker et une bouteille de vin pendant 5 ou 6 heures. J'étais complètement déchiré, juste wow. Et dans le retour dans la voiture, ma femme, à cette époque, elle était juste pas contente, naturellement, et avec raison. Et j'étais comme ça dans la voiture, et j'ai vu des arbres qui passent. Et j'avais un moment lucide, un moment... C'était comme une révélation, une épiphanie. Ouais. Et je me suis dit, c'était un dimanche en août 2020. Je me suis dit, je pense que j'ai la solution. C'est la suicide. Ah, waouh. Ok. En fait, ce qui est intéressant, juste, vraiment, je te coupais. Oui. C'est que tu disais que tu vivais, pour toi, c'était... Bon, tu gagnais beaucoup d'argent, tu vivais bien, tu t'éclatais. Oui. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu sentais qu'il y avait un problème. Oui, absolument. C'est ça, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas et tu as pensé à ce moment-là au suicide. Oui, parce que pour moi, c'était trop tard pour la solution. Il n'y avait pas de solution sur cette terre. Des programmes, des thérapeutes. J'avais essayé toutes choses parce que moi, j'étais esclave. J'étais en prison avec quelque chose. Bière, c'est quelque chose. C'est une bouteille avec un peu de fluide. Mais la puissance de ça, pour moi, c'était impossible de résister. Oui, exactement. Wow, à ce point-là. Comment tu dis escape? De s'échapper, de s'en échapper. Oui, ça, il n'y avait pas de ça. Moi, j'étais fermé, la clé était
Ah waouh. Et la solution pour moi, et la clarité pour moi, c'était suicide. Mais c'est mieux, peut-être, dans ma tête, de voir quelqu'un, pour ma ex-femme, de remarier avec quelqu'un solide, qui est un père, qui est un soutien pour les enfants, parce que moi, j'étais pas capable dans cet état. Donc tu as pensé à tes enfants, à ta femme, que tu allais potentiellement laisser. Oui. Et comment tu te sentais par rapport à ça? De libérer ma famille de mon addiction. Wow. Parce que moi, je suis nul, moi, j'ai pas de valeur, moi, je suis un blocage pour eux dans leur vie. Oui. Un peu holding back. Ok, tu les tires vers le bas, quoi. Ouais. Tu leur apportes du malheur, etc. Ok. Mais dans t'es un poids pour eux. Cet moment, je me suis dit, ça c'est... Ok, je pense que j'ai fait ça aujourd'hui. C'était beau, c'était un dimanche en août, juste joli, avec le soleil. C'était magnifique. Ouais. Je suis allé dans le garage, j'ai pris un corde, et je retourne dans la maison et j'embrasse mon fils dans le couloir et je me suis dit c'est la dernière fois que je vois ce garçon dans ma vie. Et j'ai tellement pleuré, j'étais rempli d'émotions, mais c'était nécessaire. Tu étais vraiment déterminé, quoi. Oh non, c'était clair. C'était sûr. Avec l'alcoolisme, avec tout ça, c'était la première fois, je pense, depuis des années. J'avais de la solution et un peu de clarité. Oui, c'est triste, mais oui, j'ai un way out. Ok. J'ai une sortie de... C'est ça. T'as une sortie de secours qui se présente, quoi. Ouais. C'est dingue. D'accord. J'ai quitté l'appartement en Viroflay, dans l'Ouest, dans le 78, en France. Oui. C'était 18h30. Première pit stop, premier arrêt, c'était à la Franprix, pour acheter un six-pack, 6 bières, juste pour, en fait, le dernier et après, ciao. Wow. J'ai trouvé un endroit juste magnifique, dans la forêt, tranquille. Je prends la corde, tu la lances, tu l'attaches autour de l'arbre. Oui, tout était prêt. Bon, j'ai pris mes bières et c'était comme un moment, comme dans un film, un movie, quand le projecteur fait le timeline de ma vie. J'ai des souvenirs, j'ai ma vie en Australie, ma vie avec ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, leur réaction de cette nouvelle. Je suis désolé, mesdames, messieurs, mais votre fils, il a suicidé. Tu avais écrit une lettre? Non, pas du tout. Même pas du tout. Ok. Et j'ai bu les bières et juste avant, j'étais juste à côté de un petit chemin. Je disais, Dieu, je pense pas que tu existes, mais si tu existes, tu étais jamais là pour moi. Tu n'as fait rien pour m'aider. Mais moi, j'ai de paix dans mon cœur. Je vais me peindre et ok, ça c'est ma vie. Ça, c'est l'histoire de Malcolm McLaughlin. Fin août 2010. Fini. Wow. Et j'étais sur la branche avec la corde juste autour de ma gorge pour me peindre. Ouais. Et juste avant, pour faire de sauter, quoi. De sauter, oui. Ouais. Wow. J'ai entendu une voix qui m'a dit, et c'était tranquille. C'était pas... Il m'a dit, non. Ça, c'est pas le chemin pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Oui, c'était comme ça. No, this is not the path for you. Et j'étais choqué. C'était comme quelqu'un juste à côté de moi qui fait un murmure. Oui. Un whisper. C'est pas le chemin pour toi. Wow. Et j'étais juste bouleversé par ça. Et dans un moment, je vous moi-même hanging, déjà mort, déjà pendu, avec quelqu'un, avec un petit chien. Elle avait un manteau rose et c'était le point de vue de elle, et c'était elle qui m'a trouvé dans la forêt, et j'ai vu ça pendant 1 ou 2 secondes et j'étais tellement choqué. J'ai quitté la branche, j'étais à côté de le trail, le chemin, j'étais juste choqué, j'ai presque me suicidé, laissé mes enfants. C'était waouh. Alors, si je récapitule, au moment où tu allais sauter, oui, tu fais une prière à Dieu
alors que tu croyais pas en Dieu. Pas du tout. Tu n'étais pas du tout croyant, etc. Dieu, il existe, c'était quelqu'un méchant, c'était quelqu'un sur le trône, c'est quelqu'un qui punit des gens, c'est quelqu'un qui aime pas moi, c'est un Dieu, moi je suis le Dieu, et moi je fais comme je veux. D'accord, c'est un méchant, ouais. C'était un... Mais quand même, tu t'adresses à ce Dieu-là comme dernier recours au moment où tu vas pour faire l'acte. Oui, avec cette question, si tu existes. Si tu existes. Et là, tu entends une voix comme un murmure. C'est ça, c'est fou. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Ma femme, ma ex-femme, elle était en Dubaï pour travail. Moi, j'étais avec les enfants pendant une semaine. Quand elle a quitté le pays de France, je suis allé dans le supermarché, j'ai pris 33 bières de 500. OK. Et j'ai bu le 33 pendant un jour. Je suis réveillé le lendemain, le samedi, à midi. Et mon corps était juste rempli de poison. J'étais juste pas capable de parler. Je me suis dit, suicide, c'est peut-être mieux que ça parce que j'étais... Et mon fils, il était complètement perdu à 6 ans. Ma fille, elle avait 3 ans. Ils n'ont pas mangé leur petit-déj. Mon fils, il a frappé sur la porte. Il est venu me voir. Il m'a dit en français, « Papa, arrête de boire parce que je veux pas que tu ne pas meurs. Papa, please stop drinking. I don't want you to die. » Ok, ouais, papa, arrête de boire parce que je veux pas que tu meurs. Oui. À 6 ans. Incroyable. Et Romain, ça c'était le moment. C'était clair dans ma tête. C'était clair. C'est terminé. L'alcool, c'est fini. C'est fini. J'ai donné un peu de nourriture à mes enfants. Je suis allé direct à le supermarché. J'ai acheté 3 bières. La première, j'ai bu immédiatement. 15h l'après-midi. Le deuxième. Et à minuit, c'était la dernière. Parce que j'avais besoin de quelque chose juste pour un peu me calmer. Et petit à petit, je me suis dit, OK, il faut que je change ma vie. Ensuite, tu m'avais partagé qu'à un moment dans ta vie, tu rencontres quelqu'un, un jeune homme avec qui tu vas te lier d'amitié. Parce que vous avez un point en commun, c'était la musique, il me semble. C'est ça? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Explique-moi. C'était simplement, c'était mon premier ami de moi en France. On a rencontré par un club de footing, le même goût de musique. C'était quelqu'un de très cool. Un musicien, après 6 semaines, 2 mois de manger ensemble, il me dit, je fais la musique le dimanche. Si tu veux venir, il n'y a pas de souci. C'était 15h30, un dimanche après-midi, à côté du Jardin de Luxembourg, mais c'était une église évangélique. Ah, et tu le savais pas? Non, pas du tout. C'était un peu bizarre, mais j'ai confiance en lui. Il était quelqu'un de très sympa. Je disais pourquoi pas. Okay. Et j'étais dans l'église pendant 1 an avec des gens qui louaient le Seigneur, qui disaient Jésus. Prends ton Jésus, il n'y a pas de souci. Mais j'étais marqué la première fois dans l'église parce qu'il y avait quelqu'un qui a prêché un message. Et c'était un message de son relation avec Dieu. Moi, j'étais habitué de religion. Mais pour lui, c'était relation. Ça, c'était quelque chose de différent pour moi. Mais toi qui ne croyais pas du coup en Dieu, pourquoi tu continues à venir le dimanche? Je trouve d'en haut quelque chose de différent, mais pour moi, c'était impossible d'expliquer pourquoi il y a cette grâce. Pourtant, tu ne croyais toujours pas en Jésus, en Dieu. Tu continuais à y aller et quand les gens venaient vers toi et te disaient Dieu te bénisse, etc. T'étais un peu... Pour moi, c'était un club des chrétiens. Mais le club, c'était top. Il y a des cafés, nourriture gratuite pour quelqu'un divorcé. C'est sympa. Ok. Et après ça, du coup, t'es pas à la fin de ton malheur parce que tu subis un accident? Oui. Encore? Oui, pied cassé, très... en colère contre ce Dieu qui aime ses enfants, qui veut faire des choses bonnes pour... C'était quoi? Tu étais en vélo? Oui, en vélo, coupé par un moto, pied cassé. Le mec, il a quitté la scène. Moi, j'étais... Ah oui, il a fait un délit de fuite. Oui. C'est ça, il a fait un délit de fuite. Oui, hit and run. Il te laisse sur le sol.
Ouais, Wow. ouais. Avec mon pied cassé, et j'ai vu beaucoup de spécialistes, beaucoup de docteurs. C'était quoi les symptômes? Ça te faisait quoi? Mon pied sur les orteils. Oui, complètement cassé. Donc en gros, là, tu te disais, c'est vraiment comme si le destin, il s'acharnait sur toi. Oui. Tu te disais, waouh, là, il y a Dieu, il m'en veut, ou Dieu, il me punit, ou oui, il est énervé, quoi. Il est contre moi. Il est contre toi, ouais. Moi, j'ai fait toutes choses bien pour être un bon fils. Ouais. Mais quelques mois après ça, c'était en 2011, août. Oui. Un prédicateur qui était dans notre église, il a prêché sur le sujet des guérisons. Moi, je ne crois pas en ça, pas du tout. Mais quand il a demandé s'il y avait des gens qui veulent être guéris, levez, on va prier pour vous. Il y avait des gens qui posaient leurs mains sur moi. Ok. Une énorme chaleur dans mon cœur. J'avais des difficultés de respirer. Ah, wow. Et non, c'était comme un hyperventilating. Hyperventilation. Oui, ouais. c'était exactement comme ça. All of a sudden, suddenly. Ah, et tout d'un coup? Tout d'un coup, oui. Je suis tombé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi, mais quelque chose avait changé. Wow. Vraiment dans ma tête, dans mon cœur. J'étais devant le mur comme ça pendant presque 3 heures. Ah Je suis pas habitué de ça. Pour moi, c'était toujours le Breaking Bad marathon après l'église et manger quelque chose. Mais c'était un moment de paix dans mon cœur. Et le lendemain, j'ai entendu cette voix qui me dit « Allez, courir. Allez, va courir ». Oui. Cette même voix que tu avais entendue lorsque tu allais te suicider. Exactement. Donc cette même voix te dit « Vas-y, lève-toi et va courir ». Ouais. Sauf que tu étais handicapé quelque part, tu pouvais plus trop marcher. Oui, mais ce lundi, il n'y a pas de souci. 4-5 km tranquille. Waouh. Et le mardi aussi le même. Et ça, c'était le moment dans mon cœur que je savais Jésus et il existe. Wow. Il est le roi de ma vie. Et à partir de ce moment, je disais, Jésus, toi, t'es l'homme, le leader, le roi pour moi. Je te suis partout. Je fais comme tu veux, mais c'est toi qui dirige. Waouh. Tu as fait cette prière-là? C'était pas plutôt une prière, pour moi, c'était une confession. Okay. C'était une proclamation de dirige ma vie maintenant. Parce que moi, avec mon intelligence, mes efforts, ma vie était en catastrophe. Donc c'est à partir de ce moment-là vraiment que ta vie elle a vraiment basculé. Mm-hmm. Et concrètement aujourd'hui t'en es où? Comment tu vis ta vie? Est-ce que t'as encore des problèmes avec l'alcool? Comment tu te sens? Enfin, non. Quelle est ta vie aujourd'hui? Dernière bière, c'était le 12 décembre 2010. Wow. Et chaque année, par la grâce de Dieu, je suis clean. Comme tu dis en français, sober. Ouais, je suis sobre. Et ma vie est radicalement changée. Je suis le père pour mes enfants que j'étais jamais dans ma vie. Je suis un leader dans ma famille. Je suis un pasteur maintenant. Dans une super église MLK dans le sud de Paris. Je suis engagé avec eux comme prédicateur, mais aussi dans les médias. J'ai fait beaucoup de photos. J'ai écrit un livre de mon histoire, de mon témoignage, comme j'ai vécu tout l'alcoolisme et comment Dieu a changé ma vie, comment Dieu il a pris des choses mal dans ma vie et changé pour des bonnes choses. Comme il transforme le mal en bien. Oui. C'est ça. Et juste récemment, j'étais avec ma femme. On était en train de réfléchir la grâce de Dieu dans notre vie. Il m'a vraiment protégé pendant des années. Et toutes mes erreurs et toutes des choses que j'ai un peu ratées dans ma vie, il est le rédempteur de tout ça. Il utilise toutes choses, les échecs et aussi les victoires dans ma vie. C'est extraordinaire. Est-ce que, très rapidement, tu parlais tout à l'heure du vide que tu avais dans ton cœur. Tu sentais qu'il y avait un vide que tu essayais de combler par l'alcool, par les fêtes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que ce vide a été quelque part comblé? Oh oui. La meilleure citation pour expliquer ça, c'est quelque chose de Blaise Pascal. OK. Et en anglais, c'est « There is a God-shaped hole
in everybody. Et ça, c'était le même pour moi. C'était le vide. Qui a la forme de Dieu. Oui, il était le seul qui était capable, qui a la puissance, qui a la joie, qui a l'amour, qui a toutes entre guillemets, les attributs, les attributs, oui, de Dieu. Et il a rempli ça. Moi, je veux préfère d'avoir pas de l'argent et rien, mais avoir Jésus. Parce qu'avant, j'avais des rockstars, des choses comme ça. Ma vie était beaucoup d'argent. Mais maintenant, dans ma vie, j'ai la paix, j'ai la direction. Je lève chaque matin avec juste une énorme reconnaissance. My worst day when I'm following Jesus, if I'm having a bad day, is always better than my best day as an addict. Oh, that's so great. Pour conclure, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui regarde peut-être cette vidéo, qui a une addiction, que ce soit l'alcool ou autre, et qui peut-être a vécu ou vit des moments comme toi tu l'as vécu auparavant? Qu'est-ce que tu lui dirais très rapidement comme conseil? Qu'est-ce que tu conseillerais? Si tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu, il est à côté de toi. Dans nos moments, dans la joie, dans les difficultés, il n'a jamais abandonné. Il aime ses enfants. Et si tu ne crois pas en Dieu, fais cette prière. Oui. Si tu existes, reveal yourself, révèle-toi à moi-même. Montre-toi, quoi. Oui, okay. Montre-toi. D'accord. On ne trouve pas la solution dans les réseaux sociaux ou dans Google, ou peut-être pas dans nos amis, mais il faut qu'on cherche le face de Dieu. Si tu invites Dieu dans ton cœur, il va changer ton cœur. C'est peut-être difficile au début, c'était comme ça pour moi, mais c'est le seul espoir dans ce monde et dans nos vies. Il peut changer la vie des gens comme il a changé la tienne. Écoute Mali, merci vraiment pour ton partage, ton partage de vie vraiment inspirant. Enfin moi en tout cas quand je l'ai entendu la première fois ça m'a énormément inspiré. Merci. J'espère qu'en tout cas ça pourra en inspirer d'autres. Je suis sûr que ça va en inspirer. On est heureux de voir ce que tu es devenu aujourd'hui et ta vie actuelle. Et je suis sûr que tu vas continuer à témoigner et à inspirer d'autres gens aussi autour de toi. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à le partager aussi autour de vous si vous pensez que ça peut aider certaines personnes aussi. On te remercie Mali, vous pourrez trouver son livre aussi dans la description, son Instagram également dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça. Et nous, on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À la prochaine, bye bye.